Et c'est parti pour Osons vivre de ce mardi 6 novembre 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de la renaissance. La renaissance, comment renaître de ses cendres, renaître tel un phénix pour avancer, persévérer de plus belle pour atteindre de nouveaux objectifs. C'est de ça que nous allons parler avec notre psychologue. Il était avec nous hier pour parler de comment bien gérer le stress après la perte d'un être cher. Et aujourd'hui, il nous parle de comment s'aguerrir pour bien rebondir. C'est bien sûr Monsieur William Dossougouin qui est déjà sur le plateau avec nous. Monsieur William Dossougouin, bonjour. Bonjour Madame Christelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la renaissance. Alors, quand on dit renaître de ses cendres pour une nouvelle persévérance, renaître de ses cendres tel un phénix en psychologie, puisque c'est votre spécialité, comment est-ce que cela se comprend? Déjà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Ce que du coup on doit comprendre, c'est qu'en face d'une situation, quelle que soit la dose de la souffrance que ça peut ingérer, infliger à notre vie, Oui. nous avons le devoir de croire qu'en réalité, il y a un vent nouveau qui peut souffler dans notre vie. C'est pour ça, le mot dans tout ça, le mot qu'on tient, c'est le mot renaître. Parce qu'on est déjà né, mais on renaît parce qu'en réalité, il y a un événement qu'on doit surmonter pour aller de l'avant. Et il est important dans toute vie parce que la nature, elle a prévu des souffrances, des difficultés à chacun de nous pour que nous puissions quand même avoir l'énergie qu'il faut, peut-être à des étapes de notre vie, pour pouvoir avancer aisément. Alors, avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer aisément. Des situations difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie, ça peut être ce dont on a parlé hier, la perte d'un être cher, ou bien la perte de son travail, ou la perte d'un enfant, ou, bref, une situation qui nous affaiblit profondément. Quand on se retrouve face à ces situations de la vie, quelles sont les phases, les étapes par lesquelles on passe ou les attitudes qu'on peut adopter très rapidement, compte tenu de cette situation-là dans laquelle on se retrouve? Déjà hier, par rapport au deuil, nous Oui. avons cité 5 paramètres qui est le déni, la colère, le marchandage, le fait de la dépression et puis l'acceptation. De même pour toute relation. D'ailleurs, le schéma, au fait, au-delà du deuil, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail et autres, le schéma est le même. Seulement que l'interprétation diffère. Déjà, au niveau du déni, en fait, c'est quand on vit cette situation au-delà du deuil de l'être aimé qui est parti, au niveau du travail et autres, c'est que le déni, c'est qu'on n'y croit pas. On se dit vraiment, est-ce que c'est vrai ce qui est en train de m'arriver? En fait, on est dans l'illusion, en fait. Tout comme si on est dans un rêve. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On ne réalise pas encore que ce qui est en train de se passer, c'est du vrai et du potable. Au niveau de la colère, peut-être au niveau d'une relation qui s'est mal tournée, on se dit, mais bon, le conjoint dit, il m'a trompé, j'ai passé peut-être mon temps à être fidèle, mais c'est lui au fait qui crée au fait le trop, mieux il me pose dedans, c'est lui qui me rejette. Et on est en colère parce que on n'a pas su voir tant ce qu'il faut faire, pour ne pas dire ce que l'être est en train de nous fait subir comme problème pour peut-être nous en détacher, mais c'est venu au fait au visage au moment au fait qu'on s'y attend le moins. Et l'autre partie, c'est la tristesse. La tristesse, au fait, souvent, ça vient parce que on se dit, on est un peu attaché à la personne. On est attaché peut-être au conjoint qui nous a délaissés parce qu'il nous a rejetés, à ce travail-là qui peut-être qui nourrissait peut-être toute ma famille et qui m'aidait à ce que je sois quand même en griffe, un homme grand tâche, à ce que je sois considéré. Ce travail-là me quitte. Qu'est-ce que je dois devenir? On rentre dans une tristesse, au fait. Oui. On commence à celluloguer, à parler seul, L'autre aspect, c'est on griffe la négociation. Parce qu'on se dit, si peut-être j'avais fait ci, j'avais fait ça, je pourrais pas en arriver là. Je pouvais peut-être aller sur ce chemin au lieu d'aller là, en fait. J'ai vu peut-être les signaux, mais j'y ai pas fait attention. On le dit parfois, pas pour peut-être se culpabiliser, c'est pour mieux comprendre, au fait, la situation, pour mieux rebondir. Et la dernière phase que nous avons dit hier aussi et qui s'impose aussi à toutes sortes de questions aujourd'hui, c'est l'acceptation. On réalise que finalement, peut-être le conjoint l'a perdu, peut-être le travail on l'a perdu, peut-être l'être aimé, il est parti, mais je réalise qu'aujourd'hui, je n'y peux rien envers cela. J'accepte et je continue ma vie. Donc, toutes sortes de choses difficiles qui nous arrivent et qui créent une certaine rupture, une certaine séparation, créent une souffrance. Et hier, nous l'avons aussi dit que c'est une souffrance normale. C'est quand ça commence pas
nous rendre incapables de nos activités pendant un bon moment. Ça devient répétitif, que ça devient pathologique. Et dans ce cas, il faut aller consulter. Alors, pour aller au-delà de cette discussion qu'on a eue hier, quand on observe correctement le fond des choses, on sent quand même que ces différentes émotions qu'on ressent, comme la tristesse, la souffrance, dans de négocier, tout ça, ce sont des émotions qui nous amènent en arrière, comme on dit, et qui nous empêchent de nous lever pour quand même entamer quelque chose de nouveau. Comment gérer cette partie de la souffrance qu'on ressent, cette partie de la chute pour mieux rebondir? La première des choses, c'est de savoir qu'il ne faut pas très tôt vouloir s'en détacher de cette souffrance-là. Parce que comme de la même manière, au fait, quand on avale un repas, on ne digère pas très vite, qu'il y a un processus. La souffrance, en réalité, qu'on a après une séparation ou après la perte d'un être cher, c'est une souffrance, au fait, qui prend du temps à s'en détacher. Et cela dépend de l'affinité qu'on a avec la personne. Par exemple, si on prend l'exemple d'une relation, une rupture, au fait, le conjoint est parti, peut-être c'est le divorce ou autre. Si c'est peut-être la relation s'est tissée sur 2 semaines, 4 semaines, 1 mois, 6 mois, la souffrance que la rupture la ingère en moi est moindre que ceux qui peut-être après 2 ans, 4 ans de vie de couple fait pour de rien de tout se séparent. Parce que là, il y a déjà un lien qui s'est tissé. Donc du coup, les souffrances sont différentes d'une personne à une autre. Oui. En même temps, les émotions aussi sont différentes. Mais en même temps, il faudrait que nous puissions nous dire, quand une personne s'en va et qu'il y a un problème qui s'est posé, j'ai le devoir, au fait, de voir en ce danger-là. Parce que souvent, c'est un danger, c'est une souffrance. Et si je ne sais pas faire, je plonge, tout à l'heure on l'a dit, ça devient une maladie. Mais en face de tous ces dangers-là, se dit souvent, certes, pendant un moment, j'arrive au fait à souffrir. Mais je ne vais pas continuer à souffrir pour cette situation-là. Parce que la personne qui est partie ne mérite pas cela. Mais quand on n'est pas dans le cadre d'une personne qui est partie et que c'est peut-être un travail qu'on a perdu, on s'est fait licencier du jour au lendemain, ou un projet de vie auquel on tient fortement, qu'on essaye de réaliser, et à chaque fois c'est des échecs qu'on enregistre, échec sur échec. Comment y aller? Première des choses, c'est de redéfinir les bases. Voir les différentes priorités sur lesquelles on s'est basé pour commencer à travailler. Parce que qu'on le veuille ou non, celui qui te licencie sur une base, même si en réalité ne te le dit pas. Et que peut-être sur la note au fait de licenciement, on donne peut-être des raisons au fait fictives là. Toi qui es parti, il y a des petits signaux là que toi-même tu arrives à décrire pour dire non. Oui. Tel aspect, au fait, c'est peut-être pour ça, va renvoyer. Donc, du coup, quand je reviens et que je souffre, oui, c'est normal que je souffre parce que je suis attaché à ce boulot-là. Je suis peut-être attaché à toutes les personnes, toutes les relations que j'ai nouées là, je suis attaché. Mais la première des choses, quand je reviens, je pleure peut-être parce que je suis un peu énervé. Et quand je finis, source de revenus, je n'ai plus source de revenus. Cela arrive. Si cela n'arrivait pas, alors là, le travail que tu as quitté n'aura pas d'importance pour toi. Donc, du coup, la première, c'est de redéfinir les bases. Redéfinir les bases en ce sens où les objectifs pour lesquels au fait, je suis allé travailler, je vais les redéfinir, revoir un peu peut-être toutes ces structures dans lesquelles je peux aussi travailler. Parce qu'il faudrait qu'à côté des difficultés, nous puissions voir qu'il y a des opportunités. Nous passons notre temps peut-être à broyer le noir, parfois à porter des verres fumés, nous refusons de voir de l'avant, mais non. À côté de toutes les difficultés que nous vivons, nous devons voir qu'en réalité, il y a des opportunités qui en découlent. Et c'est ce que nous faisons souvent, en fait, en écoute. Quand les difficultés sont là, nous les voyons et en même temps, nous décrivons, en fait, des différentes opportunités qui peuvent émaner de ça. La deuxième chose, voir, en fait, le type de personnalité qu'on est. Parce que si, entre-temps, j'ai des priorités et que ma timidité, ma façon de faire, mon manque de confiance au fait en moi-même ne m'amène pas à affronter les situations, à aller de l'avant, je suis censé aussi me dire, parce que quand on te renvoie d'un service et autre ou toute autre chose, il faudrait que tu puisses voir quelle est aussi ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé. C'est en cela qu'il est important que nous puissions voir le type de personnalité que nous sommes. Troisième niveau, il faudrait aussi que nous puissions définir des canaux qui peuvent nous aider. Parce que quand on est dans la difficulté, parfois, quand la souffrance peut-être est grande, on s'enferme. On se dit, bon, je vais peut-être réfléchir seul et quand j'aurai peut-être des solutions, je pourrai au fait aller vers. Mais non. Se refuser de sortir, aller vers les autres, c'est se brimer.
c'est se faire du mal. Alors qu'en réalité, quand on va vers l'autre, même si ce n'est pas du travail, ou peut-être ce qui m'est arrivé comme difficile, on en parle, au moins j'ai le temps de discuter avec d'autres personnes, d'échanger un peu d'aide, l'oxygène dans ma tête, et ça va aérer au fait ton cerveau. Peut-être si on doit continuer, on dira simplement que la personne qui a perdu peut-être un emploi ou un conjoint, mais bon, je ne dis pas dans le cas nécessairement au fait d'une deuil de la perte d'un être disparu, non. Juste, quand on est dans cette situation, il faudrait que nous puissions nous dire, je dois pouvoir me relever parce que quoi? Je dois m'autoriser à vivre heureux. Si je me le dis, je constate moi-même que j'aurai les armes pour m'en aller. Parce que quel que soit ce qu'on dit, c'est au fond de nous-mêmes que les solutions s'y trouvent. Et c'est à partir de ça qu'on pourra évoluer. Alors, un peu partout, hein, sur Internet, sur d'autres médias, on observe qu'il y a des coachs qui essayent de parler de motivation, de donner des discours, des conférences, et souvent le mot motivation revient. Mais est-ce quand on est dans ce genre de situation, la motivation fonctionne? Parce que personnellement, de par les observations que je fais, si la motivation fonctionnait, tout le monde fonctionnerait à bloc et puis tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais la motivation, quel rôle joue-t-elle réellement dans ces circonstances-là? En réalité, la motivation, ceux qui proposent la motivation ou ceux qui vont peut-être vers des coachs pour demander à ce que peut-être on puisse les aider à remonter un peu le moral, on puisse c'est parce qu'ils ont fait déjà un pas en avant. Ceux qui n'ont pas encore fait un pas en avant, c'est ceux qui ont besoin de verbaliser leur souffrance là. Se faire simplement écouter. Pas peut-être pour être conseillé, mais se faire simplement écouter, histoire de libérer leur cœur au fait de cette souffrance là. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est une douleur au fait interne que la personne vit. Donc le premier niveau, ceux qui demandent d'abord la motivation, c'est ceux qui ont déjà une vue sur peut-être le chemin qu'ils veulent emprunter, mais ils voudraient quand même avoir davantage les armes pour aller de l'avant. Maintenant, la motivation joue simplement le rôle au fait de l'élévation, te permettre au fait de déployer davantage ton potentiel pour être à même au fait de travailler comme il le faut. Ne pas faire souvent référence à ce passé-là douloureux, mais regarder parfois ce passé-là comme un événement heureux qui te permet aujourd'hui d'être là où tu es grandi. Donc la motivation, elle est très très essentielle. D'ailleurs, nous exploitons souvent, mais c'est souvent sur le chemin, pas trop tôt. Parce que trop tôt, pour une personne, par exemple, on ne cesse de dire quand peut-être on va en greffe, on va dans une maison, une personne en deuil, on parle, on lui donne peut-être des petits conseils et autres. La personne souvent ne nous répond pas ou carrément elle dit, mais bon, tu sais, le mieux, arrête. Parce que quoi, le seul fait d'être en train de dire, c'est tout comme si ce que je suis en train de vivre, tu ne réalises pas, tu ne veux pas voir au fait ce que je dis, et tu voudrais que du jour au lendemain, je puisse commencer par changer et autres, mais non. Laisse-moi faire le deuil. C'est pour ça ce mot-là est important, qu'on le veuille ou non, on l'exploite partout. Donc la motivation, elle est très... Et je recommande même à ce que ceux qui aujourd'hui, peut-être après un bon moment de souffrance, que peut-être que ce soit le travail ou autre, ils veulent simplement grandir, aller de l'avant et qui n'ont pas les âmes, qu'ils puissent aller vers des personnes qui peuvent les aider pour les motiver. Parce que qu'on le veuille ou non, la motivation, elle a plusieurs étapes. Il y a la motivation interne, il y a la motivation, en fait, externe. Interne, c'est tout ce que toi-même, tu peux faire, en fait, pour te décrire, aller de l'avant à travers tous ces petits pas, pour ne pas dire ces escaliers sur lesquels tu dois monter. Tu les définis toi-même, c'est à l'intérieur, en fait. Maintenant, l'externe, en fait, c'est tout... L'attitude qu'on définit soi-même pour bien réagir dans une situation bizarre. Voilà. Au-delà de ça, externe, c'est toutes les personnes là, tout ce que tu as créé comme environnement autour de toi qui peut t'aider au fait à pouvoir aller de l'avant. Là, on parlera de l'environnement, les personnes, l'entourage, tous ceux qui quand même sont censés t'apporter un peu du positif. Et qui te poussent. Voilà, qui te poussent. Pas te pousser encore pour que tu tombes, mais quand même, compte tenu de ton rythme de vie, puisse aller lentement avec toi. Il y a certains, en fait, ils marchent plus rapidement. Il y a d'autres qui vont un pas en avant, deux pas en avant, comme le petit bébé qui apprennent à marcher. Alors, il y a un célèbre homme américain, Napoléon Hill, qui a dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi l'obtenir. Est-ce que dans ces situations, la visualisation peut servir à quelque chose? En réalité, en matière de thérapie, la visualisation fait partie des étapes que nous proposons. Et quand on est dans ces situations, qu'est-ce que soit ce qu'on dit? C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, qu'on le veuille ou non, quand on fait le souvenir au fait d'un événement douloureux, on a le devoir de tirer les bons éléments, tout ce qui a été bénéfique pour nous.
Et toutes les fois que je suis là et que je visualise tous ces événements-là que j'ai vécus, qui ont été merveilleux, en fait, dans ma vie, je fais quand même un pas en avant d'un processus. C'est partant de là, en fait, qu'on fait la visualisation. Au-delà de ça, parfois, certaines personnes n'arrivent pas, en fait, à faire de la visualisation parce que la visualisation nous permet de remonter de l'intérieur pour vivre quelque chose de bien à l'extérieur. Parce que c'est l'énergie qui est à l'intérieur que je veux aller rechercher en voyant, en fait, la visualisation. Mieux, c'est un changement, en fait, de pensée, de regard sur ma vie, en m'appuyant sur ce que moi-même j'ai vécu là, qu'on parle parfois de visualisation. Parfois, on te projette, au fait, par exemple, tu es là, tu fermes simplement les yeux, mais on t'amène vers, au fait, un horizon que peut-être que tu ne connais pas ou tu n'as jamais vécu, mais tu imagines. Et le seul fait, au fait, c'est pour nous amener, au fait, à nous déconnecter de quelque chose de mauvais, pour ne pas dire en griffe, de souffrant, de déficitaire, qui embrigade, en fait, notre regard, notre façon d'évoluer. C'est une façon d'aller déconnecter ce petit mal-là pour nous faire donner un nouveau chemin à travers cela. Et toutes les fois, quand on le fait, la visualisation se fait en plusieurs étapes. Le tout premier, c'est que quand on le fait, on t'apprend à le faire, ce n'est pas pour qu'on en reste là. C'est pour que devant des situations, tu puisses peut-être, en faisant la visualisation, parfois on te dit de serrer un peu la pointe des mains, en fait, et tirer peut-être ton doigt et autres. Et toutes les fois que tu es dans une situation, tu prends ton doigt, tu t'étires, tu te rappelles qu'en réalité, il y a quelque chose de beau, tu as vécu à ce moment-là. On te donne, en fait, un réflexe pour que tu puisses t'en rappeler tout le temps. Bon, c'est un processus. On en utilise, au fait, au niveau, au fait, des thérapies pour ceux dont on a compris qu'ils en ont besoin. Parce qu'il y en a plusieurs types, hein. Il y a ceux qui n'ont besoin pas de ça, mais juste peut-être d'un coaching pour revoir leur vie à la lumière de tout ce qu'ils peuvent vivre et autres. Ils ont besoin peut-être qu'on les aide à redéfinir de nouvelles bases. Et tout ça, c'est pour que leur vie se passe bien. Alors, quand on parle de thérapie, ça nous permet de mieux comprendre que renaître de ses cendres et tel un phénix, c'est quand même suivre une forme de thérapie qu'on peut s'appliquer soi-même ou recevoir de l'extérieur. C'est bien ça? Oui. Alors, pour continuer, on a parlé de motivation interne, de motivation externe, de la thérapie, d'un réflexe à donner pour mieux réagir face aux situations. Est-ce qu'il y a un processus, quelques exemples pratiques que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui nous suivent pour mieux les aider à avancer dans pour atteindre leurs objectifs? Déjà, qu'on le veuille ou non, une personne qui est en difficulté a souvent, au fait, des pensées négatives. Oui. Le tout premier, peut-être, la toute première chose qu'on conseille, que peut-être en direct et peut pouvoir dire, c'est d'enregistrer des paroles positives. Et peut-être nous en proposons, parce que ce n'est pas, quand on est en difficulté, on n'a souvent pas les âmes pour se faire quelque chose. On a besoin d'un coup de main. Souvent, au fait, on dit, je veux peut-être me libérer de ce besoin-là de me sous-estimer. Oui. Je veux me libérer de ce besoin-là de me sous-estimer. J'ai droit à ce qui est beau et je m'autorise à l'accepter. Se le répéter souvent. Parce qu'en réalité, on a besoin des paroles positives pour annihiler, au fait, les paroles négatives que nous-mêmes nous sommes données, au fait. On se crée des fantasmes. La deuxième chose, c'est que nous puissions, au fait, nous donner des moments de plaisir. Parce que quand on le veut ou non, certains, hier on l'a dit, certains iront peut-être au stade, iront faire peut-être du sport et autres. Mais chacun peut se dire, du moment où j'ai envie de m'en sortir. Parce que quand on le veut ou non, si la personne ne se décide pas pour dire je veux faire un pas en avant, il est difficile de lui donner quelque chose et que la personne puisse l'appliquer. Donc, se dire que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de recréer un nouveau schéma de vie qui me permet de ne plus être dans des pensées limitatives, mais d'être dans un processus qui m'arrange et qui me redéfinit moi-même en tant qu'être bien-aimé de tous. Oui. Donc, créer des plaisirs autour de soi, peut-être sortir avec ses enfants, sortir peut-être avec des amis, aller quand même dans des endroits où quand même quand je suis là, je me sens quand même vivant et heureux. Quatrième chose, vous savez, quand on vit des situations difficiles, on a tendance à s'isoler. On a tendance à croire que même tous ceux qui nous entourent nous en veulent. Et c'est important de faire attention au regard des autres. Parfois, le regard des autres nous font croire que la souffrance, elle est normale pour nous et que nous devons demeurer dans la souffrance maintenant. C'est tout comme si on vit peut-être un deuil ou une relation, une rupture et on te voit un peu d'un air un peu sérieux, on te dit mais est-ce que ça va? En fait, le seul fait qu'on commence à te regarder, on commence peut-être à te dire, c'est tout comme si
ta souffrance là, elle doit être de toujours, mais non. On doit se refuser ces gens de pensée-là. Quand quelqu'un peut-être nous exprime ce besoin pour dire, mais bon, ta souffrance là, est-ce que ça va? Tu ne souffres pas trop? On dit non. Pourquoi souffrirais si entre-temps, j'ai le devoir d'être heureuse comme vous? J'ai le devoir peut-être de continuer ma vie et de faire quelque chose pour que quand même les gens qui me voient puissent me remercier d'avoir sorti au fait de ce petit chemin-là qui m'appuyait vers le bas. Donc du coup, avoir des petites choses qui nous recréent. Mais ce qui est essentiel, je dis qu'on fasse la visualisation. Au niveau des thérapies, quel que soit ce qu'on fait, c'est d'abord la pensée sur laquelle la personne elle-même s'appuie, qui redéfinit tout ce que nous faisons. Parce que tu le veux ou non, si son langage en fait ne change pas, ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est comme si tu versais de l'eau sur le dos du canard. D'accord. Alors, pour poursuivre notre entretien, dans ces situations, chacun réagit selon sa sensibilité, selon ses capacités ou sa capacité à agir. Et est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont plus prédisposées à réussir facilement ou d'autres qui sont plus faibles et qui finalement n'y arriveront pas? Vous savez, quand on pose cette question-là, je regarde souvent les petits-enfants. Oui. Vous savez, quel que soit ce que nous sommes en état adulte, nous sommes le coût de vie de l'enfant que nous avons été. Si quelqu'un aujourd'hui est trop faible, quand vous allez fouiller un peu, ça veut dire soit il a eu des parents qui lui ont montré qu'il valait rien. Ou soit en étant adolescent ou jeune, il a vécu des événements au fait, sur lesquels il n'a pas eu le temps de verbaliser pour qu'on puisse l'aider. Il a compris qu'on le frustrait, il s'est sous-estimé devant la situation, il s'est enfermé et puis devant toute situation, quand il se rappelle, il se ferme. Donc, que tu sois faible ou fort, ça dépend déjà de l'environnement qui t'a façonné. Parce que qu'on le veuille ou non, quand peut-être tu es dans une situation que tu n'arrives pas à vite surmonter, quand on y cherche, parce que parfois dans de la thérapie, quel que soit ce qu'on propose comme âme, et que même le patient lui-même adhère simplement, après un bon moment, constate que véritablement il s'en sort pas. Ça veut dire que ce n'est plus la thérapie ni elle-même, mais si aller chercher au fond de son histoire pour voir en réalité les petites choses qui l'ont marqué et qui aujourd'hui sont en train de tirer le ficelle pour que ce dernier-là ne puisse pas. Voilà. Donc du coup, que tu sois fort, il y a des types de personnalités. Il y a ceux que nous connaissons, en fait, il y a les perfectionnistes, il y a ceux qui quand même ont eu la joie de vivre en ayant la force, la capacité, comme l'a dit tout à l'heure, tout l'environnement qu'il faut. Ils ont été soutenus dans la vie, ils ont émergé parce que quoi? Ils ont eu des parents. Parce que qu'on le veut ou non, quand quelqu'un, je l'ai dit, quand quelqu'un traverse une situation, ne nous donnons pas au fait le temps de peut-être de voir s'il est faible ou fort devant la situation. S'il est faible, alors là, regardons simplement, c'est pas désir au fait qu'il est faible. C'est parce que tout le temps, il n'a pas eu, si tu n'as pas d'âme dans la main, comment pourrais-tu battre quelqu'un ou aller au fait à un combat? Donc on l'a tout le temps privé de ses armes. On l'a tout le temps privé de ses armes. Hier, nous avons parlé au fait de ces petits orphelins en réalité qui n'ont peut-être été ballottés toute leur vie. Au fait. Donc, devant toute situation, il y a derrière toute une histoire qui est en train de se décrire, se décrypter au fait devant toutes ces actions. Maintenant, qu'on le veuille ou non, quand quelqu'un est dans ces petites parties, s'il est fort, il est prédisposé, qu'il s'en sort vite, on remercie peut-être le Seigneur, mais quand il s'en sortira pas, il faudrait quand même, si lui-même, il sait qu'il aille très tôt consulter pour qu'on puisse l'aider. Parce que qu'on le veut ou non, nul n'est né pour mourir faible. On est né au fait pour apprendre de la vie, apprendre de tout ce qu'il y a comme événement, nous sentir grandir. Sinon, pourquoi un bébé au fait franchirait l'étape au fait de l'âge adulte? C'est parce qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Et quand on est dans une situation, quand tu es faible, décris-toi. Moi, souvent, je ne dis pas tu es de tel type de personnalité, tu es de tel type, parce que très tôt, tu l'enfermes dans un cocon. Mais quand à travers... On peut développer différentes formes de personnalité. Oui, au fait, peut-être une personne qui est là peut avoir plusieurs types de personnalités. Parce que quoi, devant une situation, on lui a appris que c'est telle façon, on l'affronte. C'est pour ça, souvent, les gens aiment bien les stratèges dans les entreprises, parce que quoi, eux, ils ont souvent en fait la motivation nécessaire, l'énergie nécessaire pour que quelle que soit la situation, ils s'en sortent, ils ont les idées toujours fraîches pour aider tout le monde. Donc, qu'on le veuille ou non, ces différents types de personnalités existera encore parce que on a besoin de tous ceux-là pour qu'une nation, une société, pour ne pas dire un monde se forme.
Alors, en fonction de la personnalité qu'on a, est-ce qu'il y a un moyen particulier qui s'adapte à tel type de personne ou à telle autre personne? Qu'on le veuille ou non, quand peut-être, je prends l'exemple d'un couple où l'homme peut être un peu colérique et la femme est un peu plus douce. Parce que quand le veut ou non, quand l'homme est colérique et la femme aussi est colérique, c'est bonjour les dégâts, tous les jours, tous les soirs. Mais quand l'homme au fait est un peu colérique, la femme est un peu douce et que l'homme se met en colère et que la femme, par amour, est restée, elle sait que peut-être je dois développer des stratégies pour quand il commence à s'énerver, je vais peut-être m'éclipser ou carrément avoir des mots pour le calmer. Peut-être quand il commence à s'énerver, il dit simplement « Oh papa, tellement tu es beau quand tu t'énerves. » Il va peut-être, parce que à force d'argumenter, c'est un mâle qui vient de se poser, il est en colère. À force de vouloir argumenter, tu remontes en lui l'adrénaline, il aura plus d'énergie et s'il ne voulait pas être violent, il le fera. Mais trouver des mots au fait, pour adoucir au fait, le moment, puisqu'après, je pourrais dire, mais papa, tu sais, tu t'es énervé pour de rien du tout. Il y a ci, il y a ça. Avoir le temps. Parce que qu'on le veuille ou non, si nous sommes dans une relation, pour ne pas être dans un événement, dans une situation, où d'ailleurs on ne vit pas cette situation, c'est souvent avec d'autres personnes. Et que je dis souvent, dans l'environnement, il n'y a personne qui puisse peut-être adoucir quand il fait trop chaud, ou peut-être mettre un peu de piment quand il fait... Ça fait trop mou. Ça fait trop mou. S'il n'y a personne pour le faire, tout devient platonique. Donc, qu'on le veuille ou non, quand il y a cette situation, il faudrait que celui ou celle qui est à côté de toi puisse avoir les mots pour t'aider à remonter. Quand tu es faible... Ou sinon, quand c'est toi-même et que tu n'as personne à côté, effectivement, quand on est tout seul, comment on fait? Quand on est tout seul, il n'y a pas de souci. La première des choses, c'est de se rappeler que la situation que je vis est éphémère. Oui. Parce que quand on ne se le dit pas, on broie le noir. On dort dans le noir, on finit par porter des verres fumés pour sortir, histoire de voir tout en noir. Parce que même si quelqu'un te regarde et te dit rien, on se dit, voilà, il a entendu au fait ce qui s'est passé. Donc, du coup, quand on est seul, il faudrait qu'on se répète que tout est éphémère. La deuxième des choses, quelle que soit ma solitude, je dois avoir quelqu'un avec qui je discute, qu'il me comprend. Donc, du coup, faire référence à ces personnes-là pour en parler ou carrément... En griffe, il y a des personnes qui n'aiment s'ouvrir à personne. Peut-être ils aiment au fait aller vers des inconnus. Allez peut-être appeler un numéro pour aller voir un spécialiste, discuter de son problème. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est avant on souffrait au fait de ces mots-là, on en meurt. Mais aujourd'hui, il y a tellement de spécialistes qui pourront nous aider au fait à remonter la pente et à aller de l'avant. Parce que la vie, je le dis, je ne cesserai de le dire, la vie elle est très belle. Oui. Et toute personne qui ne veut pas en profiter, alors là, cette personne est en train de rater beaucoup de choses. Alors, Monsieur William de Sougouin, un dernier mot pour clôturer notre entretien parce qu'on a fini aux envives de ce jour. Ah d'accord. Juste un dernier mot, juste nous dire que dans la vie, quel que soit ce que nous vivons, il y a des difficultés, des souffrances qui vont quand même nous assaillir. Mais ce n'est pas encore la fin. Donnons-nous la chance de grandir, peut-être en ayant souvent de pensées positives, parce que qu'on le veuille ou non, si nous nous autorisons au fait, si nous acceptons à être heureux, la vie nous sera toujours heureuse. Développons des capacités, sortons de nos difficultés, allons vers d'autres personnes. Pourquoi pas, si ça va toujours mal, allons voir un spécialiste pour qu'il puisse nous aider. Et ce sera tout. Merci beaucoup d'être passé sur Aux Envives de ce jour. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous suivre et de rester fidèles à Le Midi. Osons vivre, c'est tous les jours à 14h00 sur Le Midi en direct des locaux de ETL.